Bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation. Alors, moi j'ai choisi, je n'ai pas de... Ah ben voilà, si, j'allais dire que je n'ai pas parce que je n'avais pas pu le faire le PowerPoint, mais entre-temps ça a été transféré. Et j'ai délibérément choisi, parce que c'est ce que Marc m'avait demandé, de focaliser sur la question des jeunes. Parce qu'il y a deux caractéristiques, je crois qu'il faut retenir de Blick. Blick est un quotidien qui, au-delà de la Suisse, n'était pas connu, même si c'est le plus grand tirage de Suisse, et qui a décidé deux choses tout à fait innovantes. La première, c'est d'être bilingue, ce qui pour un média privé, parce que bien évidemment ça a existé pour la radio-télévision publique depuis le début, mais pour un média privé était tout à fait original, ça n'avait jamais marché en Suisse. Ça n'avait jamais marché, des médias qui avaient tenté d'être bilingues. Maintenant, ça marche. La plateforme française pour laquelle je travaille, la plateforme francophone en langue française, est déjà la deuxième sous le plan de l'audience en Suisse romande, après 2 ans d'existence. Donc nous sommes en train de réussir ce pari. Et là, un premier point, c'est de réhabiliter. Je vais le faire d'emblée et vous allez voir, c'est peut-être un peu, ça va susciter de la controverse. Je vais réhabiliter l'intelligence artificielle. Il faut reconnaître que dans notre cas, et je pense que ce cas peut être amené à se développer, l'intelligence artificielle, à savoir un cas précis, les logiciels de traduction et la rapidité des logiciels de traduction, nous ont permis de faire cette édition bilingue. S'il n'y avait pas la performance des logiciels de traduction, nous ne pourrions pas avoir aujourd'hui une édition française, en langue française, de Blick, parce que nous tirons à peu près 60% de notre contenu de la version allemande, qui elle a 250 journalistes. Pour vous donner en comparaison, nous sommes qu'une quarantaine de journalistes francophones sur la partie suisse romande. Donc 60% de notre contenu vient de la plateforme allemande. Elle est traduite quasiment automatiquement. Elle est ensuite éditée, relue. Tous ces contenus sont revus, retitrés pour un public francophone. Mais je me permets cette petite incise parce que l'habitude est désormais de diaboliser l'intelligence artificielle du point de vue de tout ce qu'elle a comme conséquences négatives pour les journalistes et pour le travail journalistique. Il y a aussi, reconnaissons-le, des conséquences positives si l'on s'en tient par exemple à ces outils de traduction en particulier. La deuxième pari que nous avons fait et qui pour l'instant semble réussi, c'est le pari d'un public jeune et d'une rédaction jeune. Bien évidemment, je ne m'inclus pas dedans, pour des raisons évidentes. Nous avons une rédaction qui a, donc sur les 40 journalistes dont je vous parle, à peu près une trentaine ont moins de 30 ans. Donc les 2/3, voire les 3/4 de mes collègues ont moins de 30 ans. Ce sont des jeunes journalistes qui, pour un certain nombre d'entre eux, sortent de ce qu'on appelle en Suisse le stage, puisque nous avons en Suisse une formation journalistique duale, contrairement à la France, où vous allez dans une école de journalisme, éventuellement, vous y passez 2 ou 3 ans. En Suisse, notre système de formation journalistique est celui de l'apprentissage. Donc vous sortez de l'université, vous obtenez un contrat dans un journal, dans un média, et c'est ce média qui vous envoie au centre de formation des journalistes. Et donc, en alternance, vous avez des cours et votre travail. Et dans votre rédaction, vous avez votre maître de stage. Par exemple, au moment où je vous parle, je suis maître de stage de 3 des journalistes de notre rédaction qui suivent cette formation duale. Donc nous avons des jeunes journalistes et nous avons eu la volonté d'avoir un jeune public. Un jeune public, c'est-à-dire le choix de sujets dont on pense qu'ils intéressent les jeunes, et nos confrères et collègues et consoeurs sont les premiers à les produire. Et ça, c'est très important, parce que du point de vue de l'éducation aux médias et du point de vue de la désinformation, ça présente, je pense, 3 défis. Et là, je vais m'exprimer, moi j'ai 57 ans, donc bien évidemment avec le point de vue de quelqu'un qui n'est plus dans cette tranche d'âge-là et qui la regarde à la fois avec peut-être nostalgie, souvent, aussi avec un brin d'inquiétude, mais aussi avec beaucoup d'empathie et de solidarité vis-à-vis des jeunes journalistes. Et là, je parle bien des jeunes journalistes. Après, j'aborderai dans les 5 dernières minutes la question des jeunes lecteurs. Qu'est-ce qui caractérise, à mon avis, les jeunes journalistes et qui les rend vulnérables à un certain nombre, je ne sais pas comment appeler ça, de défauts, de problèmes, notamment du point de vue de la désinformation? À mon avis, dans ma pratique quotidienne, il y en a 3. Il y a 3 problèmes auxquels cette jeune génération est confrontée. Le premier problème, qui donne souvent lieu à toutes les, je dirais, incompréhensions, les manques, les difficultés, c'est l'absence de mémoire. C'est une génération de journalistes qui n'a pas de profondeur historique.
Alors, est-ce que les précédentes en avaient? Posons-nous quand même la question. On a tendance à penser que oui, parce qu'on se met des lauriers sur la tête. Il me semble quand même qu'on en avait plus. Et c'est une génération qui n'a pas de mémoire parce qu'elle a, depuis le début, elle s'est informée avec ça. Et donc, elle n'a fait au fond que surfer sur l'actualité, sans avoir, je dirais, l'arrière-plan de lecture, de connaissances livresques que nous avons pu avoir. Ce manque de mémoire est problématique parce qu'il fait qu'à chaque fois qu'ils écrivent un article, et si je dis à chaque fois, je peux vous le dire parce que j'édite ces articles, il n'y a jamais de recul historique. Jamais. Il n'y a jamais de référence, même 10 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on prend les faits tels qu'ils sont aujourd'hui, on commente éventuellement les faits tels qu'ils sont, mais on n'a pas de parallèle historique, on n'a pas de dimension historique. Moralité, un événement d'aujourd'hui peut paraître très important, extrêmement important. Si on avait un peu de recul, on s'apercevrait que ça s'est déjà passé dans le passé et on pourrait analyser donc les réponses qui ont été apportées hier et les réponses qui sont apportées aujourd'hui. Ce manque de, ce que j'appelle le manque de mémoire, me paraît être le premier défi et il est la source de bon nombre de désinformations parce que des journalistes qui n'ont pas de mémoire sont des journalistes extrêmement influençables parce qu'ils prennent la totalité des messages immédiatement, je dirais, pour argent comptant. Le deuxième truc, c'est que c'est une génération de journalistes qui, et là je vois quelques jeunes visages dans la salle, donc je les prierai de réagir, qui est passionné d'actualité et pas passionné d'information. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire que c'est une génération qui a le goût de l'actualité, incontestablement, qui adore l'actualité, qui passe beaucoup plus de temps, je pense, que nos générations à consulter des articles d'actualité aussi, il faut bien le reconnaître, parce qu'ils en ont le moyen, ce qui n'était pas le cas pour nous, mais l'information les intéresse moins que l'actualité. Et ils estiment qu'à partir du moment où ils ont relaté un événement d'actualité, j'exagère, mais le travail est terminé. Et là, à mon avis, il y a pour toutes les institutions qui travaillent sur la formation des journalistes, il y a un vrai travail à faire. L'actualité, ce n'est pas l'information. L'actualité, c'est un flux permanent d'événements qui déferlent, mais ce n'est pas l'information. L'information, elle est derrière l'actualité. Et ça, c'est très difficile de faire passer ce message parce que la fascination de l'actualité, et encore une fois, il faut y voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est la réactivité, la disponibilité, l'attention. Moi, je prends tout ça comme des choses positives. Sauf que tout ça s'arrête à la surface parce que derrière, il n'y a pas le goût de l'information. Sous-entendu, ou plutôt en le disant clairement, on passe d'une actualité à une autre. On passe immédiatement d'une actualité à une autre. Et enfin, troisième point, et là ce que je vous livre est une vision très personnelle des choses, basée sur l'expérience de ce média qui, encore une fois, a fait le pari d'un public jeune, ce qui n'est pas si fréquent de beaucoup de nos médias. Beaucoup de nos médias cherchent les journalistes jeunes et cherchent les lecteurs jeunes, mais ne les trouvent pas. Nous, on est peut-être en train de les trouver. Troisième élément, c'est un goût, et je vais même employer le mot fascination, pour l'anecdotique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai désintérêt par rapport aux faits, je dirais, généralistes, tels que nous avons à les empoigner comme journalistes en permanence. Il y a une fascination de l'anecdotique. Alors, on peut appeler ça le pas de côté, ça c'est sa version, disons, un peu idéale. On peut appeler ça simplement le goût du détail croustillant. Peu importe, un fait n'est jamais un fait. On cherche toujours à l'avoir sur un autre regard ou d'une autre manière qui souvent va être anecdotique. Et pour moi, je ne sais pas, je ne connais pas assez le paysage médiatique canadien, mais l'émission qui est absolument emblématique de ça, c'est l'émission Quotidien en France. Une émission quotidienne, comme son nom l'indique, qui fait à peu près 1 million de téléspectateurs chaque soir autour de 19h, qui est animée par quelqu'un dont vous connaissez sans doute le visage, Yann Barthès. C'est ça. C'est l'obsession de l'anecdotique. C'est-à-dire que tout fait cache une anecdote qui est plus importante que le fait lui-même. À partir du moment où vous rentrez dans ce tunnel de l'anecdotique, vous n'en sortez plus. Vous n'en sortez plus parce que vous allez systématiquement considérer que le fait principal cache une anecdote qui est plus importante. Donc ce qu'il faut, c'est chercher l'anecdote, et le temps que vous passez à chercher l'anecdote, vous oubliez les faits. Et comme vous voulez à tout prix trouver une anecdote, vous allez grossir tout ce qui peut sembler être un pas de côté, même si ça ne l'est pas spécialement, vous allez le grossir précisément pour justifier votre théorie de l'anecdote. Donc voilà les 3 éléments que je voulais mettre, et ça c'est les jeunes journalistes dont je parle. Donc premièrement,
ce problème de mémoire qui, là, suppose que les institutions qui forment les journalistes, je pense, devraient développer des formations quasiment d'histoire des faits et d'histoire de l'actualité. Je ne sais pas trop tellement comment l'appeler différemment. Deuxième élément, c'est le goût de l'actualité plus que l'information. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est désintoxiquer nos jeunes journalistes de l'actualité. Je crois qu'il y a des cures de désintoxication de l'actualité. Ce qui est paradoxal pour un journaliste, avouez-le. C'est complètement paradoxal. Moi, ma génération, on nous apprenait plutôt à être présent sur l'actualité, je dirais, à être en permanence réactif. Aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'ils ne sont pas réactifs, c'est qu'ils le sont trop. Et ils passent leur temps à être réactifs. Donc, désintoxication de l'actualité, à mon avis, c'est urgent. Et troisième élément, c'est quand même rappeler une évidence, c'est qu'une anecdote, ce n'est qu'une anecdote. Alors, certaines anecdotes peuvent être révélatrices, on le sait tous dans nos métiers. Certaines anecdotes peuvent même permettre de commencer des papiers. Ça peut être une très bonne entrée en matière sur un article, mais ça reste une anecdote. Et donc, si vous faites de l'anecdote le fait principal et que vous lui consacrez pour les émissions audiovisuelles, mais maintenant tous nos médias sont des médias audiovisuels. Vous avez dit à l'instant l'importance, monsieur, ah voilà, vous êtes là-bas, l'importance de la vidéo, donc tous nos médias sont audiovisuels. Bien évidemment, si vous consacrez en termes de temps d'antenne 30%, 40%, 50% de votre temps d'antenne à l'anecdote, il y a quand même une disproportion très importante, vu que ça reste qu'un élément, je dirais, mineur du sujet que vous traitez. Voilà, pardonnez-moi d'être bref, un peu caricatural, un peu cliché, et ça concerne... alors, voilà, mais c'était pour vous faire une présentation du paysage suisse des médias, et ça va m'amener au deuxième élément, l'éducation des médias. Voilà, l'éducation aux médias. Et là, je vais vous parler des lecteurs. Là aussi, quelques points rapides, mais qui touchent à ces différents sujets que vous pouvez voir ici, et qui touchent à la spécificité de la Suisse. Qui, bien évidemment, les exemples que je vais vous donner ne sont donc pas valables ou pas transposables immédiatement à d'autres pays. D'abord, la chance que nous avons en Suisse, mais qui n'empêche pas tout ce que je viens de vous dire, la preuve, c'est que ce sont des choses que je constate, c'est qu'on a un système fédéral profondément décentralisé, où le poids des médias locaux, que ce soit les médias audiovisuels qui maintenant ont remplacé très largement les quotidiens du passé, les chaînes de télévision cantonales, bref, c'est important parce que ce sont nos médias, pour une très large part, sont produits, écrits, fabriqués par des gens qui sont enracinés dans les réalités locales. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est une spécificité suisse que le système explique, qui n'est pas vrai partout. Autrement dit, nous n'avons pas ce syndrome terrible qui est d'avoir une actualité traitée par une rédaction parisienne. Et le jeune parisien, pardonnez-moi d'utiliser l'expression jeune, mais le jeune lecteur parisien, comme le jeune journaliste parisien, n'est pas le jeune lecteur de province, il n'est pas le jeune journaliste de province. Nous avons cette chance que notre système nous protège encore un peu de ça. Je ne suis pas sûr qu'il va encore nous protéger longtemps, parce que nous avons la déferlante, c'est un autre sujet, des médias français et globalement des médias internationaux via évidemment le téléphone portable, mais ça crée une culture quand même. Ça crée une culture. Pour vous donner deux exemples, nous avons deux instituts, enfin il y en a un peu plus si on inclut les universités, mais deux instituts qui se veulent formateurs de journalistes en tant que tels. Nous en avons un qui est basé à Lausanne, le centre de formation au roman des journalistes. Nous en avons un qui est basé à Neuchâtel, dont vous parliez à l'instant, l'Académie de journalisme de Neuchâtel. Bon, ça, je crois que pour les jeunes, ça imbibe cette notion de proximité. Et c'était le premier point que je voulais dire, c'est que je pense que les jeunes lecteurs, contrairement à ce qu'on croit, ils aiment la proximité. Ils aiment qu'on leur parle d'histoires qui sont proches d'eux. Et cette idée qu'au fond, ils délaisseraient l'information locale, qui est une idée largement alimentée en France par la crise de la presse locale, ça, ce qui est réel, crise financière, je pense qu'Anne-Cécile pourra en parler avec des chiffres, ça va très très mal pour les journaux d'information locale en France, y compris les plus grands, mais je crois qu'il faut déconnecter les deux choses. Il y a de l'intérêt chez les jeunes générations pour des faits de proximité, à condition d'aller les trouver. La deuxième chose qui pour moi est essentielle, c'est que vivent les pays, je parle sans savoir pour le Canada, vivent les pays qui n'ont pas de chaîne d'information en continu. La Suisse, c'est le cas. Et la raison, elle est très simple. Si vous parlez à des gens de l'audiovisuel public qui rêveraient
d'avoir une chaîne d'information en continu, c'est qu'il n'y a pas assez d'actualité. Ils nous le disent, c'est-à-dire ça coûte trop cher. Non mais c'est vrai, ça coûte trop cher d'investir dans une chaîne d'information en continu, sachant que l'actualité, pour les raisons que je viens de vous dire, parce qu'on est fédéral, parce que le dispositif à mettre en place pour relater l'information d'un pays comme la Suisse coûterait tellement cher que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ouais, c'est 26 cantons, la Suisse. Hein? Exactement. Tant mieux, parce que les chaînes d'information en continu font un ravage considérable. C'est un tapis de bombe permanent. Dans les circonstances d'aujourd'hui, je crois qu'on peut employer le terme. C'est un tapis de bombe permanent et les jeunes générations, ce sont les images qu'elles ont en permanence, où qu'elles aillent, etc. Donc je crois que du côté de la jeunesse et des lecteurs, ou, je dirais, ceux qui consultent les vidéos, je ne sais pas d'ailleurs comment on peut appeler ça, ce n'est pas des téléspectateurs, je ne sais pas s'il y a un terme, vous qui êtes très ingénieux sur le plan des termes en français. Un auditeur. Auditeur, voilà, audi vidéo auditeur, je ne sais pas comment dire. En tout cas, je crois que c'est un point important. Et puis, on a un autre avantage qui façonne notre jeunesse. Vous allez voir que je suis très élogieux sur la jeunesse suisse, mais après tout, profitons-en. Et ce n'est pas du tout négligeable. Franchement, et vous avez une partie de cette chance au Canada, c'est le trilinguisme chez nous, le bilinguisme chez vous. C'est vrai que l'ouverture linguistique de la jeunesse, en Suisse, il faut être réaliste, tous les Suisses ne parlent pas les 3 langues nationales, loin s'en faut. Loin s'en faut, en majuscule le mot loin. Mais néanmoins, il y a une habitude culturelle d'évoluer dans un système plurilingue. Et ça vous façonne l'esprit différemment que si vous êtes sur une autoroute d'une seule langue à une seule piste. Et je crois que ça, c'est aussi une chance. Et dernier élément, le système d'apprentissage, je le mentionne parce qu'il est tout à fait spécifique à la Suisse et il ne vaut pas que pour la formation des journalistes. En Suisse, l'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la formation en alternance, où vous apprenez votre métier tout en étant dans une entreprise, a un énorme avantage, c'est que vous êtes très vite confronté à la réalité si vous prenez cette voie-là, bien sûr. Vous pouvez aussi suivre des études générales telles qu'on les connaît. Mais je crois que ça aussi, ça a une incidence. C'est pour ça que je voulais mentionner ces éléments. Maintenant, je termine pour être dans mes 15 minutes. Je termine par rapport aux lecteurs et aux jeunes lecteurs. Comment réussir ce défi a priori insurmontable qui consiste à les intéresser à base d'informations, en évitant la désinformation et surtout en les fidélisant. Parce que si vous ne les fidélisez pas, vous n'avez pas de médias. Vous ne pouvez pas construire une économie médiatique normale. Vous avez besoin de les fidéliser à travers des abonnements ou à travers des réflexes de lecture qui fait que vos sites d'information vont générer de la publicité. Donc comment faire pour réussir ces défis-là? Moi, je n'ai que 2 recettes. Je ne sais pas si elles fonctionnent à long terme, mais j'ai l'impression qu'elles peuvent en tout cas être pertinentes. La première recette, c'est qu'il faut faire évoluer nos médias. Je parle des médias généralistes. Et en allant chez Blick, moi j'étais pendant très longtemps au Temps, qui est l'équivalent du Monde en Suisse, et j'ai pris le parti de quitter le journal il y a 2 ans pour aller dans la presse populaire, parce que je pense que l'enjeu démocratique, il est dans la presse populaire. Bien évidemment, la presse de référence, dite de référence, joue un rôle de formation des élites, mais l'enjeu, il est fondamentalement dans la presse populaire. Si on veut défendre la démocratie, c'est là qu'il faut aller. Alors, le premier élément, c'est que je crois qu'il faut que les médias, on ait conscience de tout ce que je viens de dire, et donc il faut qu'on ait une structure, une organisation qui, à la fois, soit capable d'être très réactif sur l'actualité, c'est incontestable, c'est plus peut-être qu'avant, je ne dis pas qu'on ne l'était pas avant, mais il faut qu'on utilise ça. Et il faut qu'on soit capable, sur l'actualité, par un certain nombre, des fois, d'éléments très graphiques, d'indiquer tout de suite à ces lecteurs, à ces jeunes lecteurs, ce qui est vrai, ce qui est faux. Autrement dit, moi, je plaide de manière un peu pédagogique, un peu bête, pardonnez-moi, parce que les journalistes n'aiment pas faire ça, pour le retour à des formats simples, typiquement. Je parle bien pour les jeunes lecteurs, hein, et de la part d'un quotidien populaire, donc cadrez bien mon propos. Je pense que des formats comme les 5 questions sur un fait, des formats comme pourquoi cet événement s'est passé comme ça, comment, je pense que là, il faut réhabiliter le questionnement, journalistiquement. Ça ne plaît pas aux journalistes, parce que les journalistes n'aiment pas ça.
Ils n'aiment pas revenir aux basiques, mais je pense que c'est indispensable, parce que c'est comme ça qu'on récupérera les jeunes lecteurs sur une base informative et non pas de désinformation. Donc des formats très pédagogiques qu'il faut savoir écrire de manière captivante, si je puis dire, qu'il faut savoir livrer très vite quand un fait d'actualité se passe. Donc ça, je pense que c'est une première recette et nos résultats semblent confirmer que ça fonctionne. Et enfin, deuxième élément, et là je m'arrête là, deuxième élément, je crois, c'est, et là je vais vous surprendre, mais là je parle de la plateforme, hein, de la fenêtre sur le portable, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mêler les genres. Les jeunes lecteurs, ça ne leur pose aucun problème. Alors, tous ceux qui ont des cheveux gris, vous allez sursauter sur vos sièges. Ça ne leur pose aucun problème de lire un papier sur Gaza à côté d'une recette de cuisine. Ça ne leur pose aucun problème. Nous, notre génération, ça nous pose un problème parce qu'on a grandi en silo, où vous aviez la rubrique internationale, la rubrique économique, la rubrique nationale, etc. Les jeunes générations ne fonctionnent plus du tout comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas lire le papier sur Gaza. Ce que je veux dire, c'est que n'hésitons pas à avoir un produit d'appel qui, pour nos générations, sont relativement choquants parce qu'ils mêlent côte à côte des contenus qui nous paraissent très différents et on a presque honte de mettre un papier sur Gaza à côté d'une recette de cuisine. J'exagère, mais il y a un petit peu de ça. Mais je crois qu'il faut surmonter ça. Il faut surmonter et en un mot, si on veut être pertinent journalistiquement pour cette génération, il faut en adopter les codes et il faut arrêter de vouloir leur infliger des articles, des contenus qui sont en fait réalisés avec nos codes, c'est-à-dire les codes de leurs parents, voire de leurs grands-parents, parce que ça, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une question? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question en ligne, Roxane? Est-ce qu'on a une question dans la salle pour M. Verly? On peut prendre une question de la salle, oui? Juste avancer au micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et vous présenter. Bonjour. Bonjour. Marie Bernier, des As de l'Info, un média pour les enfants. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je vais vous demander une anecdote, en fait. Je me demandais si vous pourriez illustrer ce phénomène dont vous nous avez parlé, selon lequel l'anecdote supplante de plus en plus parfois les faits. Je me demandais si vous aviez un exemple. Oui, c'est assez simple. Je pense, pardonnez-moi, je vais prendre mes références dans l'actualité française que je trouve, que je couvre, pardon, et que je suis. C'est typiquement quand il y a un déplacement, admettons, d'Emmanuel Macron, il y en a eu beaucoup et des déplacements un peu polémiques, c'est d'aller faire un sujet, j'ai vu ça, d'aller faire un sujet dans l'émission Quotidien dont je vous parlais, qui encore une fois est une émission de grande audience, donc je ne suis pas là pour la dénigrer, c'était la production des casseroles en France, parce que les Français tapaient sur les casseroles, vous savez, pour se faire entendre face à Emmanuel Macron. Et il y a eu un sujet de... Il me semble qu'il faisait au moins 2 minutes, sur où vous avez acheté votre casserole, est-ce que vous avez besoin d'aller acheter des nouvelles casseroles, comment vous faites pour taper sur vos casseroles, est-ce que vous prenez des vieilles casseroles, est-ce que vous les utilisez ensuite à nouveau pour faire la cuisine. Voilà. C'est amusant, mais le problème, c'est que si vous mettez ça tout de suite après l'évocation du voyage fait par Emmanuel Macron, franchement, vous transformez tout en ridicule. Et le problème de la désinformation, c'est qu'elle prend pied et elle prospère à partir du moment où vous avez décrédibilisé le fait. À partir du moment où vous avez décrédibilisé le fait principal, on peut tout dire et on peut tout penser. Voilà. Merci beaucoup, Richard Verly, d'être venu à Montréal.